Merci. Donc, nous entamons le dernier jour de ces réunions et vous avez vu que les sujets ont été déclinés suivant un certain ordre. Aujourd'hui, nous entrons, je dirais, dans le champ des rapports avec l'archéologie et le collectionnisme. Ce champ avait déjà été touché par d'autres communications, mais les organisateurs, me semble-t-il, ont cherché à prendre en compte la singularité de l'affirmation du domaine de l'archéologie, qui ne s'est pas faite en un jour. Le mot archéologia apparaît déjà chez Spon à la fin du XVIIe siècle, mais en tant que tel, il n'apparaît en Europe comme une catégorie, je dirais, reconnue, ou comme même un programme, qu'à partir des années 1810-1820, sous archéologie en allemand, etc., etc. Donc, dans ce changement de vocabulaire, il y a à la fois une évolution intellectuelle et une définition des champs. On y reviendra peut-être dans la discussion, parce que qui est appelé dans un certain contexte archéologue se voit appelé antiquaire dans l'autre, et réciproquement. Les étiquettes ne sont pas forcément stables. Elles le trouveront avec le temps. Aujourd'hui, le mot antiquaire en français, et sauf, je dirais, dans le contexte savant, il est lié à quelqu'un qui vend des antiquités. Donc c'est une réduction du champ qui donne une idée, je dirais, du débat et des définitions qui se sont affrontées. Alors nous aurons l'occasion d'en parler, et nous commençons justement avec cette communication de Yannick Le Pape sur les reliques après la pluie, forme et figure de la cérémonie privée britannique dans la seconde moitié du XIXe siècle. Yannick Le Pape est docteur de l'École des hautes études en sciences sociales et il exerce au musée d'Orsay où il se pose des questions épistémologiques et sociales sur les mécanismes de la muséification du patrimoine. Je vous en prie. Je vous remercie beaucoup. Je remercie évidemment les organisateurs d'avoir bien voulu m'accueillir aujourd'hui et depuis 2 jours pour ce colloque qui nous réunit concernant les collectionneurs de la Belle Époque. Alors des collectionneurs de la Belle Époque, on va le voir maintenant, qui s'intéressèrent assez volontiers évidemment à toute l'Antiquité classique, mais aussi aux différentes formes, aux différentes pièces qui pouvaient provenir d'Assyrie et plus largement de Mésopotamie, de Babylonie. On verra que les termes à l'époque étaient encore assez interchangeables. En 1910, par exemple, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain le constatait, je cite le journal, en complément aux collections publiques de ce type d'objets, des objets assyriens, babyloniens, à Londres, à Paris, New York, Berlin, le sujet a intéressé, attracted, des collectionneurs privés comme M. Harding Smith, et un grand nombre est aujourd'hui aux mains de particuliers partout en Europe. Alors, je ne sais pas si on voit bien, si on peut baisser un peu la lumière, je ne sais pas si vous voyez bien dans la salle, ça va ? La collection évoquée dans le journal, celle de Harding Smith, était suffisamment importante, notamment pour ses tablettes cunéiformes. Je vous montre ici un dessin publié à l'époque, pour que Pinches, le conservateur du British Museum, y consacre un article en 1917, d'où est extrait ce dessin, et que Ward la cite à plusieurs reprises dans son étude des sceaux cylindres proche-orientaux à la même époque. Alors c'est là un des exemples de cette assyromanie privée du dernier quart du XIXe siècle et du début du XXe siècle, dont l'histoire reste quand même en grande partie à écrire, ce dont je m'attache modestement à mon échelle, et dont nous proposons ici d'observer déjà, avec quelques détails, le visage. Alors pour bien comprendre ces collections fin de siècle, il faut quand même revenir un petit peu en arrière, parce que ces collections, dans l'époque qui nous intéresse plus précisément pour ce colloque, n'ont pas inventé la assyromanie, même si les premières fouilles officielles ont débuté juste auparavant. Mais elles poursuivaient déjà une tradition assez longue en la matière. Des pièces mésopotamiennes de taille modeste commencèrent à intégrer les collections privées dès les premières décennies du XIXe siècle, mais elles apparaissaient, et elles ont continué à apparaître dans ces collections, à la marge justement de collections qui concernaient essentiellement l'Antiquité classique, comme on le voit bien dans les catalogues des années 1820-1830 que j'ai parcourus. Alors à l'époque, dans cette première décennie du XIXe siècle, on savait peu de choses sur ce matériel-là, les sceaux cylindres, les babyloniens, les tablettes cunéiformes, etc.
Et c'est pour ça que les descriptions qu'on retrouve dans ces catalogues sont assez laconiques. On parle de petites briques de Babylone, on parle de cylindres en pierre colorée sans autre précision, alors que les autres types d'antiquités, notamment les antiquités classiques gréco-romaines, sont déjà décrites avec beaucoup de précision, beaucoup de détails. Et il n'est pas anodin que ce type de pièces assyriennes, comme c'était souvent catalogué de façon un petit peu erronée à l'époque, ait souvent été rassemblé dans la catégorie de miscellaneous objects, renvoyant en fin de catalogue des objets divers, en fait, dont on ne savait pas trop comment les aborder, et ce assez tardivement, même dans les ventes des années 1850. Alors, le fait est qu'en Angleterre, les antiquités assyriennes souffrirent assez longtemps d'un manque d'estime en raison de leur inadéquation avec l'idéal classique, sans compter également que les idéaux impérialistes victoriens légitimaient assez volontiers une approche évolutionniste de l'art qui accordait peu de valeur encore aux antiquités proche-orientales, et sans compter aussi que les collectionneurs britanniques cherchaient aussi par leur collection à identifier l'empire britannique naissant à un autre empire beaucoup plus valorisant à leurs yeux que les empires proche-orientaux, celui de Rome. En 1870, encore, lors de la vente des collections de Thomas Gardiner et du révérend Cotton Riley, seuls 2 sauts-cylindres babyloniens comptent parmi les 660 lots présentés. Alors, quoi qu'il en soit, même en faible nombre, ces antiquités proche-orientales, notamment assyriennes, n'en furent pas moins systématiquement présentes dans les collections d'antiquités britanniques tout au long du XIXe siècle. Et alors vous allez me dire, c'est curieux parce que les premières fouilles systématiques sur place menées par Paul-Émile Botta pour la France et par Layard pour l'Angleterre ont débuté au début des années 1840. Donc comment ce matériel a pu se retrouver dès le début du XIXe siècle dans ces collections? C'est intéressant de voir ça pour bien comprendre comment se sont constituées les collections en fin de siècle. C'est que ce matériel-là affleurait en Mésopotamie du Nord, des collines artificielles qui s'observaient en Babylonie et donc en Mésopotamie du Nord, les tels donc, constitués par l'amoncellement successif des ruines antiques. Et dans son ouvrage de 1853, Nineveh and Babylon, Layard, le découvreur de Ninive pour le British Museum, rapportait ainsi que les habitants de la région avaient pris l'habitude de prélever les précieuses reliques qui est trouvées sur les collines après la pluie. Relics After Rain, c'est le titre que j'ai donné à cette communication. James Raymond Wolstead, en 1840, évoquait explicitement dans un de ses récits de voyage un entrepreneur disposant, je cite, de 20 ouvriers chargés de fouiller le Beast Nemrod, un autre site, pour en retirer des objets antiques dont il faisait un commerce très lucratif. C'est une citation. Layard lui-même était en contact avec 2 marchands britanniques, Alexander Hector et Sterling, auxquels il conseilla d'opérer des fouilles à Nimroud, où il ne pouvait travailler tout de suite, en arguant que les antiquités, c'est une citation, les antiquités qui en seront découvertes couvriront largement leurs dépenses. Et on sait que Hector n'eut aucun scrupule à organiser ce qu'on a appelé une chasse aux sculptures en 1845. Les premiers explorateurs, dont Layard faisait partie, loin de faire preuve de réserve, ne se privaient pas eux-mêmes de constituer leur propre collection au fil de leur déambulation en terre assyrienne, et plus largement au Proche-Orient. On sait, vous connaissez bien sûr James. Pardon, là je vous montre une gravure extraite de l'ouvrage de Layard qui montre bien que les vestiges affleuris, il n'y avait pas forcément beaucoup à creuser pour les trouver. Dans les années 1810, J. Claudius Rich avait déjà rassemblé un petit ensemble à titre privé de tablettes de céramique et de pierres gravées qu'il ramena en Europe, et la pratique perdura. En 1890, dans son mémoire sur les antiquités babyloniennes, l'abbé de Beauchamp ne cacha pas qu'il s'était lui-même permis de s'approprier des briques inscrites sur le site de Babylone. J'ai emporté avec moi les échantillons les mieux conservés que j'ai pu trouver. Layard avait lui aussi pour habitude de se faire sa petite collection et de prélever des choses lors de ses voyages et de ses fouilles à titre privé. Je vous montre ici un tableau de son épouse, Madame Layard, qui porte une parure qui est constituée de sauts-cylindres que Layard avait trouvé sur le site de Nimroud et qu'il avait monté en pendentif et en collier, en pendentif, en bracelet et en boucle d'oreille. Mais surtout, Layard avait, par exemple, autre exemple,
décidé de prélever sur ce qu'il comptait envoyer au British Museum quelques pièces, quelques bas-reliefs pour une de ses connaissances, Sir John Guest, le mari de sa cousine Lady Charlotte, qui deviendra elle-même collectionneuse. Donc beaucoup de pièces se retrouveront au V&A et à Londres. Donc voilà, ça a été reconstitué dans les années 1990 par John Malcolm Russell. On voit que plusieurs bas-reliefs étaient montés dans ce qu'on a appelé le Nineveh Porch, dans une sorte de reconstitution un petit peu assez étonnante tout de même, hein. Et par la suite, cette collection fut vendue. C'est pour ça que, je ne vais pas vous retracer tout le parcours, mais qu'on retrouve certains bas-reliefs au Metropolitan Museum de New York. Par manque de précision de la part de Yard, cet exemple est intéressant parce que par manque de précision et de lacunes dans les relevés de fouilles, on a encore du mal à savoir quelle pièce exactement avait été destinée à Sir John Guest. Et le fait est que dans ce contexte de fouilles balbutiantes, de collecte improvisée, en fait, la provenance exacte de certaines pièces est aujourd'hui difficile à retracer. La provenance des 13 sauts-cylindres de la collection de John Horniman, que John Horniman constituait à partir des années 1870, par exemple, des sauts-cylindres essentiellement, reste ainsi en grande partie inconnu. Alors ce contexte, vous comprenez bien, des premières décennies du XIXe siècle est donc particulièrement important, car en termes d'enrichissement des collections, les collections de la Belle Époque, dans ce domaine de la sériologie précisément, sont souvent héritières aussi d'autres collections préalablement constituées et transmises de vente en vente. On l'a déjà vu le premier jour de nos débats ici. Prenons un exemple, le catalogue de vente de la collection de Joseph Mayer à Londres en 1859, je vous montre la page du catalogue et une peinture qui représente le collectionneur proprement dit. Donc ce catalogue de vente ne cache pas que cette collection avait auparavant été achetée à Bram Hearst, qu'il avait constitué quelques années plus tôt. Le troisième jour de vente, effectivement, on voit qu'il était présenté des sauts-cylindres assyriens, babyloniens, perses. Auparavant, Hearst l'avait lui-même acheté, avait lui-même procédé à des acquisitions à la vente de John de Stewart en 1849. Stewart qui avait rassemblé lui-même en part assez importante dans sa collection des pierres gravées babyloniennes. Lâché par ses partenaires financiers, Mayer a dû rapidement revendre une partie de sa collection et la vente de 1859 dont on parle maintenant, de même que Mayer avait récupéré la collection Hearst, cette vente attira de nombreux acheteurs privés. On y retrouve notamment William Henry Forman et le catalogue de la collection édité par Schaffer, le catalogue de la collection Forman en 1892, atteste notamment d'un lot de 22 cylindres babyloniens et sceaux perses en hématite et cornéline. La collection Forman sera vendue en 1899, comme pour clore un siècle, en fait, de façon presque symbolique, durant lequel on peut donc suivre de vente en vente, de la collection Stewart en 1849 à celle de Forman en 1899, le parcours de pièces assyriennes connu des années 1830. On peut aussi constater un autre exemple, que des cylindres et des sceaux inscrits à la vente de la collection du comte de Sussex, James Carnegie, je vous montre ici un portrait du comte, sous l'autorité de sa fille, en 1908, avaient auparavant fait partie d'autres collections, telles celles d'Alessandro Castellani, un marchand et collectionneur italien, dont on a déjà parlé, je crois, installé à Londres, dont la collection avait été dispersée à Rome en 1884. Ou celle, bien sûr, du comte Tiszkiewicz, qui s'intéressa en effet aux antiquités du Proche-Orient, et notamment à la glyptique, comme le montre le catalogue de la vente posthume de 1898, dont Morgan a parlé le premier jour ici. Alors, la préface du catalogue Sussex ne cache pas, ne cache pas que parmi les 449 numéros mis à la vente en 1908, la majorité provenait de collections dispersées en vente publique. Et en 1920, The Brooklyn Museum Quarterly estimait toujours que la valeur de la collection Sussex, provenait en partie des collections qu'elle avait au préalable absorbées. Alors c'est intéressant, dans le volume 2 du catalogue de la collection, le comte revient aussi sur le parcours qui le vit s'intéresser petit à petit aux sceaux assyriens et babyloniens, et ce qui est surtout assez intéressant justement, c'est qu'il reste assez laconique sur l'histoire de ses acquisitions. Il note, je cite, à différents moments la chance, vous voyez c'est assez flou, la chance mit des sceaux cylindres sur mon chemin, et pour beaucoup de grandes valeurs, donc on n'en saura pas forcément beaucoup plus. On comprend aussi que progressivement le comte se forma à cette discipline. Il est sensible au fait, par exemple, qu'un des cylindres acquis en 1899 et provenant de la collection constituée à Bagdad par le docteur Blow avait été en quelque sorte expertisé par Ward lorsqu'il s'était rendu sur place une vingtaine d'années auparavant.
Alors cette préoccupation du comte n'était pas superflue car le marché de ce type d'antiquité fut assez vite inondé de contrefaçons. Le phénomène était assez important pour que Joachim Menand, un grand savant que vous connaissez tous de la fin du 19e siècle, enfin du dernier quart du 19e siècle, y consacre en 1888 une étude complète qui sera publiée en français et en anglais. Il y cite plusieurs exemples de faux. Je vous montre ça c'est des images de la collection Sussex. Plusieurs exemples de faux publiés par Joachim Menand. Je vous montre 2 exemples qui avaient été publiés à l'époque. Des faux qui avaient été négociés d'autant plus facilement, note Menand, que les collectionneurs associent encore le Proche-Orient ancien à un monde barbare, c'est le terme qui est cité, et ces collectionneurs pensaient en conséquence que l'aspect frustre, c'est assez amusant que l'aspect frustre de ces contrefaçons parfois grossières qu'on leur présentait comme des originaux, était simplement dû au fait que ces civilisations préclassiques manquaient un peu de finesse. Donc ils se prenaient un peu à leur propre jeu en fait. Joachim Menand, continuant avec lui, avait participé à la publication de la collection Louis de Clercq, que vous connaissez aussi tous. Louis de Clercq avait constitué sa collection lors de ses voyages au Proche-Orient, entre 59 et 60. La collection comptait 423 cylindres du plus haut intérêt, comme le note le catalogue rédigé par Menand, dont 7 cylindres royaux. Si on évoque ici cette collection, vous voyez, c'est une collection avec des cylindres, mais aussi avec des antiquités chaldéennes, donc de Mésopotamie méridionale. C'est une collection parisienne, donc ça peut paraître un peu curieux de l'évoquer ici. Si je l'évoque ici, c'est que le comte Sussex en fait mention dans sa note de présentation des cylindres mésopotamiens, et ça montre bien que dans ce domaine de la collection assyriologique, comme dans les autres domaines, dans les autres champs du collectionnisme, les échanges entre collectionneurs étaient donc réels. Et Tiszkiewicz, dans sa correspondance, ne se privait pas lui-même de rappeler qu'il était en contact avec ses homologues à Paris et à Londres. Cela n'empêchait pas tout de même que des négociants spécialisés pouvaient aussi servir d'intermédiaires entre 2 collections. Les collectionneurs ne s'échangeaient pas seulement entre les objets. Le Met, par exemple, le Metropolitan Museum, reçut en 1907 une tablette néo-babylonienne de Sippar, apparemment, provenant de Sippar, de la part de Matilda Bruce, qu'il avait elle-même acquis en 1886-87 auprès de Cutler, un marchand dont le nom apparaît assez souvent sur la liste des acquéreurs réguliers dans les salles de vente. La mise aux enchères du cabinet de M. de Laborde en 1870 à Londres fait de son côté mention d'un certain M. Schmidt, un curiosity dealer basé à Paris, qui acquiert notamment le lot 529 Oriental Cylinder. Alors les musées aussi se positionnaient assez souvent, on l'a déjà vu aussi, se positionnaient assez souvent lors de ces ventes. Lors de la dispersion de la collection de Anderson et de Matthews à Londres en 1884, des cylindres ont été ainsi acquis par un certain Reddy, dont on a déjà parlé le premier jour. Ce nom-là ressort dans plusieurs catalogues, sans doute William Talbot, un restaurateur d'antiquités assyriennes au British Museum, qui devient art dealer et qui d'ailleurs deviendra dès la même année, en 1984, un des fournisseurs réguliers de ce qu'on appelait encore le musée britannique. Avec Chelmsford, Naman, William Johnson, Reddy compte en outre parmi les marchands qui avaient fourni des sous-cylindres au comte de Sussex, dont on a déjà parlé, des sous-cylindres donc, qui passèrent par la collection Sussex et qui, petit à petit, justement, de vente en vente, ont gagné, grâce à ces marchands, à ces intermédiaires, à ces négociants sur le marché de l'art, ont gagné les collections du British Museum. Je vous en montre 2 exemples ici. C'est aussi de cette manière que le musée récupéra, deuxième exemple, une des pièces de la collection de William et Thomas Batman, père et fils, vendue en partie en 1893, une collection qui fit également l'objet d'acquisition de la part d'autres musées, notamment des musées de Sheffield. Le British Museum ne se privait pas non plus d'acheter directement auprès de particuliers. Dans les catalogues, on aperçoit d'autres noms, M. Griffin, M. Webster, etc. Et d'autres musées accueillirent dès la fin du XIXe siècle des antiquités, c'est assez systématique, des antiquités assyriennes provenant de collections privées, pourtant récemment constituées. Et finalement, ces collections ont assez vite rejoint le domaine des collections publiques. Joseph Meyer, dont on a parlé, fit par exemple finalement don de sa collection au musée de Liverpool en 1867 dans un but essentiellement philanthropique, propre à cette ambition victorienne de promotion du savoir qui était assez à l'honneur à cette époque.
et dont Henry Ackroyd Smith, le premier conservateur qui organisa la collection au musée de Liverpool au tournant des années 1870, était un fervent militant. Et dans la même logique, le School Museum de Charterhouse à Londres, je vous montre ici des exemples, a reçu un lot de cylindres proche-orientaux de 2 collectionneurs privés, Princeps en 1876 et Leonard Marshall en 1896. Layard lui-même offrit de son vivant des bas-reliefs, assez tardivement, en 1891, mais il les offrit des bas-reliefs de sa collection au musée de Naples, mais aussi à la ville de Venise, qui les déposa assez vite au Museo Archeologico Nazionale. Je vous en montre ainsi un exemple. On en a parlé hier lors de la conférence de Paola Lator. Il n'est pas impossible, d'ailleurs, on pourrait en discuter, que Layard les ait... certains bas-reliefs de la collection Barocco étaient offerts par l'ARIA, ça serait peut-être une discussion à avoir. De la collection privée jusqu'au musée, le parcours pouvait quand même être parfois plus sinueux que cela. Par exemple, pour les 20 sceaux mésopotamiens qui sont aujourd'hui conservés au Buckinghamshire County Museum à Aylesbury. Ce fut en premier lieu, je vous raconte, c'est une histoire un petit peu rocambolesque, mais ce fut en premier lieu le Dr John Lee qui se les procura lors de ses voyages entre 1810 et 1815, et il les a après exposés dans un petit musée privé. La collection fut dispersée en vente publique à la mort de Lee en 1866, puis plus tard chez Sotheby's, quelques pièces, parmi lesquelles nos Babylonian Cylinders, échappèrent à ces ventes, sans que l'on sache encore pourquoi, et l'ensemble fut finalement donné au County Museum en 1918. Et une partie de la collection Hardy Smith, pour conclure, une collection avec laquelle nous avons débuté cette brève évocation, sera elle-même destinée à rejoindre les collections du County Museum and Art Gallery de Truro, dans le Cornouailles, lorsque Alfred de Passe, qui en avait fait l'acquisition, la cédera finalement au musée en 1923. Donc encore un exemple de collection qui finalement rejoint des collections publiques, ou du moins ouvertes au public. Pour conclure, on peut dire qu'il y avait là une sorte de juste retour des choses, on pourrait dire ça, car ce fut bien en première instance le développement des collections publiques au milieu des années 1850 qui avait exacerbé et démocratisé le goût de la collection particulière en Grande-Bretagne. Un peu comme si les musées, à la belle époque, avaient accueilli un patrimoine dont ils avaient quelques décennies auparavant stimulé la sauvegarde auprès de collectionneurs privés, dont la Siromanie, au final, profitera au bien commun. Voilà, je vous remercie. Merci de votre présentation qui montre bien le lien entre, je dirais, le collectionnisme privé et le rôle des institutions. Nous passons immédiatement donc à la conférence suivante, qui est due à M. Marton, qui est lui-même un céramologue, et qui va nous parler d'une collection dont le rôle a été très important dans le monde, enfin, en Hongrie en général, mais je dirais en Europe centrale de façon plus générale. Bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous présenter une petite collection formée par Béla Gerster et montrer comment elle s'intègre dans une série de collections formées à Corinthe, principalement à Corinthe, au cours du XIXe siècle. En 1949, Jolán Gerster a vendu une petite collection au musée des Beaux-Arts de Budapest. Le lot de ces 70 objets appartenait à son père, Béla Gerster, ingénieur en chef de Canal de Corinthe. Quelques autres objets issus de la même source ont été acquis par le musée à partir de collections privées un peu plus tard. Pratiquement aucune information n'était disponible sur leur origine au moment de leur entrée, mais seulement que Gerster les avait assemblés à Corinthe. Lorsque je commençais à travailler au musée, le professeur János György, cela dit, m'a conseillé de m'intéresser à cette collection. La collection, la préparation du volume de Corpus Vasorum Antiquorum m'a donné l'occasion d'enquêter de plus près à son sujet et par chance, les descendantes de Gerster avaient conservé ces archives qui m'ont beaucoup renseigné sur l'origine des œuvres et sa motivation comme collectionneur. Béla Gerster était né en Kassa, en Hongrie, aujourd'hui Košice, en Slovaquie. Il a décédé à Budapest en 1923. Un petit rappel pour l'histoire pour comprendre bien qu'est-ce qui s'est passé. Donc, à la fin du XVIIIe siècle, le territoire d'Hongrie a été conquis contre les Turcs. Et le XIXe siècle, c'était montré une sorte d'identité hongroise contre l'Autriche qui a voulu complètement
germaniser le pays. Et il y a des vagues révolutionnaires à travers l'Europe. Donc, c'était touché également la Hongrie en 1848-49, qui était soumise à l'aide de la Tsar et la Russie. Donc, il y aura déjà une première cercle important des collectionneurs et des jeunes et des anciens combattants et leurs enfants dans cette histoire. Puis, il y avait une sorte de résistance passive en Hongrie jusqu'à 1867, la création d'États dualistes. Après, c'est une période très prospère jusqu'à la Première Guerre mondiale en Hongrie. Néanmoins, il y a beaucoup de problèmes qui sont cachés sur la surface, qui nous amènent pour le désastre de la Première Guerre mondiale, à la fin d'une création d'État soviétique, une révolution, on va parler de cet événement plus tard, la contre-révolution, le terreur rouge, terreur contre-révolutionnaire, la perte de presque plus la moitié du territoire de la Hongrie, qui a été donné pour les États voisins ou les États fraîchement créés, qui a poussé une montée nationalisme revanchiste et poussé la Hongrie dans les bras des national-socialisme et qui a conduit pour le désastre encore plus grave de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, nous sommes juste avec la naissance de Gerster, juste que son père, il est rentré de champ de bataille, il a participé également dans la Révolution. Et Gerster a fait sa formation universitaire à l'Université technologique de Vienne. Il a commencé également sa profession en tant qu'ingénieur civil dans la même ville et est devenu un expert respecté des travaux hydrauliques. Comme premier travail important, il accompagna Ferdinand Marie de Lesseps et István Tür, encore une combattante de la Révolution hongroise, lors d'une expédition internationale en 1876 dans le but de localiser le tracé le plus approprié d'un canal interocéanique, donc le canal de Panama. Il a proposé une zone entre Panama et Colonne. Après que le gouvernement grec ait accordé à István Tür l'autorisation de raviver l'idée longtemps pas abandonnée de couper à travers l'île corinthienne, c'est l'empereur Néron qui l'a tenté en 68, Gerster fut chargé de faire des plans en 1881. Il surveilla ensuite l'ensemble du projet en tant qu'ingénieur en chef de la Société de construction de canal. Celle-ci a duré 11 ans jusqu'à 1893. Gerster a décrit ses expériences dans son livre publié en hongrois et en français, donc il y a 2 éditions, L'île de Corinthe et son percement. Ce livre contient de nombreuses photographies de scènes de construction des cartes. Il a également déterminé la ligne de chemin de fer entre Athènes et Larissa. Après son retour, il a participé au développement des projets monumentaux d'István Tür relatifs à l'alimentation de l'eau de la Hongrie. Plus tard, il a dirigé la conception et réalisation de 13 lignes de chemin de fer majeures en Hongrie. Enfin, en 1919, il a administré les travaux du canal Dunatissa. En plus de son activité ingénieur, il était également un franc-maçon, il a publié pas mal de choses actives. Il a été aussi impliqué dans les activités du Parti social-démocrate. Donc, après la Première Guerre mondiale, il se trouvait dans une situation difficile. Il avait perdu une partie de sa propriété située sur le territoire de la Tchécoslovaquie fraîchement créée, et sous le régime contre-révolutionnaire, il ne trouva pas de travail, probablement en raison de son activité pourtant purement professionnelle sous la République des Conseils de Hongrie, et probablement aussi à cause de son activité franc-maçonne et ses liens avec le Parti social-démocrate. À la recherche d'une solution, il avait l'intention de vendre une partie de sa bibliothèque et sa collection. Donc, son journal et les documents préparés à cette occasion sont la source principale concernant l'origine des pièces et sa collection et sa motivation comme collectionneur. Donc, Gerster avait l'intention de proposer sa collection à des musées et des écoles d'art ou des collectionneurs aux États-Unis, avec l'aide d'un personnage un peu obscur, Jenő Boros, qui était renvoyé de l'armée pour un délit, et son frère Árpád Gerster, un chirurgien réputé vivant à New York. Sa correspondance et le brouillon des documents accompagnant l'offre sont nos plus importantes sources concernant la collection Gerster. Pour ce faire, un portfolio a été créé contenant les photos et la description des objets proposés, accompagnant de leur provenance. Apparemment, plusieurs versions ont été créées. Mais malheureusement, seuls des documents préliminaires nous sont parvenus, contenant plusieurs versions de listes des œuvres, des photographies et des aquarelles. On ne sait pas si Jenő Boros et Árpád Gerster vraiment investi dans la recherche d'acheteurs pour la collection.
Le frère de Gerster a probablement fait entièrement confiance à Boroch, qui sans doute pas beaucoup investi dans la question. Au moins, le musée de Bukrin était contacté, mais ils n'ont pas pu acheter la collection. Et voici une lettre de Boroch en expliquant à quel point c'est difficile de trouver un acheteur pour cette collection. Donc, probablement, il n'a pas fait beaucoup d'efforts. La reconstruction de l'ensemble de la collection pose quelques difficultés. Les brouillons de Gerster mentionnent en total 76 éléments, mais les photos conservées n'illustrent pas tout. Le musée a acquis 70 objets en 1949 et 3 autres, mentionnés comme appartenant autrefois à la collection Gerster, ont été acquis ultérieurement dans les collections privées. Tous, à l'exception de la terre cuite qui présente la naissance d'Aphrodité, dans un coquillage, peuvent être identifiés dans le document de Gerster. Évidemment, il n'avait pas mis toute sa collection en vente et certains objets ont été vendus par la famille après le décès de Gerster et avant de l'acquisition de la collection par le musée des Beaux-Arts. D'autres sont perdus lors de turbulences de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'était assez intéressant. Il est publié comme corinthien, basé sur ce vient de collection de Gerster, mais en fait, ça parle en argile corinthienne. Et je montre ici quelques exemples plus tardifs qui sont vraiment issus d'un atelier corinthien. Donc il y a certains vases qui sont perdus, par exemple une lessive trapue à figure rouge attique, une coupe Skyphos autour de 500 décorée avec des palmettes. Les vases corinthiens constituent l'essentiel de la collection. La plupart d'entre eux sont banals, non décorés. Le plus ancien est un Oinokoé géométrique. Quelques-unes datent de la période de transition, par exemple les Skyphos. Mais la plupart d'entre eux datent de la période corinthienne récente ou après, donc c'est-à-dire après 570 avant notre ère. Parmi eux, certains types ne sont diffusés que localement à Corinthe, par exemple une coupe à vernis noir assez tardive qui prend le modèle de différentes coupes attiques. La collection de Gerster a aussi il y a deux vases éponymes de peine de Gerster qui a la mémoire de ce collectionneur. Donc c'est une peintre avec une très faible production, assez mal connue. Donc ces deux alabastres qui viennent de la même collection peut donner une indication que peut-être ils ont été trouvés ensemble dans une sépulture, parce que c'est vraiment, il y a peu de vases qu'on peut attribuer à ce peintre. Notre assez grand groupe, c'est 15 vases attiques qu'on a pu identifier, 3 lessites, donc une fonte blanche d'atelier de peine de Diosphos et de Haïmon, 2 lessites à figure noire, dont une provenant d'atelier de peine de Berdan. Il y a des coupes, 3 scuffos à figure noire, et une série de vases à vernis noir, notamment une amphorisque estampée et un cantar. L'une provenait d'Athènes, donc selon Gerster, l'autre de Corinthe ou de ses environs. La série de vases corinthiens antiques était complétée par une couverte béotienne, ici posée sur une skyphos attique. Malheureusement, on ne dispose pas de renseignements sur sa provenance. Les statuettes de terre cuite forment également un groupe important. Outre l'Aphrodite déjà mentionnée, il en existe 3 autres venant de Corinthe. Une protomée phocidienne datant de la fin de l'Archaïsme, une poire de métier à tisser estampée avec une cavalier et une petite tête corinthienne du IVe siècle, également une déesse assise, fabrication corinthienne. Une statuette de Tanagra reçue par Gerster en cadeau complète cette série. Donc il y a 4 lampes corinthiennes et enfin la collection complète également des autres objets en bronze, en verre ou en pierre. Il faut mentionner 3 achats douilles de type non méditerranéen qui ne sont pas clairement pas des productions locales. Si le lieu de découverte est authentique, liste, selon toute vraisemblance, elles sont arrivées à Corinthe durant le premier âge de fer, peut-être depuis le sud de la France. Des bronzes similaires de centre et de la France ou de horizonte laonassien, dit laonassien du Midi, ont déjà été retrouvés à Perahura, à Corinthe.
une bracelette juste vient de publier d'Olympe par Holger Beitinger, qui est inscrit dans cette série. La collection compte encore une boîtier de miroirs circulaires en bronze, deux strigiles datant de la seconde moitié du 5e siècle, et une bracelette en bronze, probablement d'époque romaine tardive, du Bas-Empire. Les 4 pièces de jeu en verre datent également de l'époque romaine. Et enfin, il y a une hache en pierre, sans doute préhistorique, qui n'est pas entrée dans la collection, et une buste post-antique, qui est Gerster et l'acquise d'Italie. Donc apparemment, Gerster a noté avec soin où il a obtenu chaque vase et il a inclus des informations dans les listes accompagnant son offre. Malheureusement, à l'exception de vases géométriques, le contexte archéologique n'est pas enregistré. La majeure partie de ces objets provenaient de l'Isthme ou de Corinthe, ou à côté de Corinthe, d'Examilion, aussi appelé Kalamaki. Mais également, il a obtenu vases à Sicyon, d'Athènes et de Tanagra. L'identification de ces objets confirme généralement la fiabilité des provenances données par Gerster. Donc, on illustre ici le Oinokwe géométrique qui vient d'une tombe découverte à Isthmia. Donc, il a également acquis une lécite en antique, probablement des lécites fondantes d'ateliers de Diosphos et de Haïmon. Il a aussi reçu une terre cuite de Stephen Streit, des directeurs de Banque nationale. Et la provenance de Tanagra qu'il donne pour cette petite tête corinthienne réfère probablement un type qu'il a classé également avec le Tanagra qu'une provenance réelle. La très grande majorité de la collection correspond bien à ce qu'on trouve dans les cimetières de Corinthe et de ces régions. Mais ces vases ont une faible valeur artistique. Il n'y a que très peu de vases décorés en bon état de conservation. Selon ces sources, l'exception de bustes en marbre post-antique, acquises en Italie, on sait pas si c'est un lieu d'achat ou une origine supposée ou le marchand qui a donné, acquise par Gerster dans une date inconnue, l'ensemble de la collection aurait été constitué au cours de son séjour en Corinthe. Il n'a jamais collectionné ni avant ni après son travail sur le canal de Corinthe. Ce que nous savons de son activité en Grèce, autre que ce travail d'ingénierie, repose sur son journal, ses publications de Paul Monceau et le compte rendu par Poulski Polyxena. Gerster était clairement fasciné par le projet de construction du canal de Corinthe. Il manifestait un profond intérêt pour le Diakos et pour la tentative faite sous Néron de couper l'Isthme. Connaissant les difficultés de la réalisation d'un tel ouvrage, il a admiré le travail des architectes antiques. Il semble qu'il soit considéré comme un héritier des ingénieurs romains et celui qui devait compléter leurs œuvres. Il a publié un article dans le bulletin de correspondance hellenique en 1884 et un livre qu'on a déjà mentionné. Ces travaux sont des sources précieuses car ils documentent de nombreux vestiges et des traces avant les perturbations causées par la construction du canal. Cependant, il n'a jamais fait référence à ses propres vases ou d'autres recherches archéologiques qu'il a faites. Gerster également participé aux recherches de Paul Monceau, membre de l'école française d'Athènes à cette époque. Il a dessiné avec beaucoup de précision ses plans et a pris en charge tout le travail topographique. Donc, Monceau est connu de ses recherches près de Examilion, dans les fortifications de Bas-Empire à l'Isthmia, le mur transisthmien, dans les nécropoles menantes à l'Ekhaïon et à Sicyon, on ne sait pas exactement, c'est ici ou plutôt qui vient de Corinthe vers Sicyon. Et également, il y a une visite de Poulski Polyxena et son mari, leur lune de miel, qui ont visité la construction du canal et Gerster. Le frère de Poulski Polyxena, Garibaldi Poulski, il a travaillé comme ingénieur également sur la construction. Pourquoi c'est important? Parce que Polyxena Poulski était une écrivaine et la fille de Ferenc Poulski, une universitaire et un archéologue, qui avait disposé de la plus importante collection des antiquités classiques jamais réalisée en Hongrie, la collection Fehérvári Poulski. Hampel lui-même, il était aussi un archéologue. Ils ont rencontré Gerster, mais sa collection n'est pas mentionnée. Probablement, Gerster n'a pas montré ses vases et sa collection pour les archéologues. La collection Gerster n'est pas un cas isolé.
plusieurs autres collections se sont formées lors de la construction du canal. Celle de Arpad Stegmüller, un autre ingénieur, donc au moins 11 vases corinthiennes acquises par le musée de Lange Debrecen, qui sont aujourd'hui détruites, et celle d'Alphonse Robert à Nantes, qui fut le trésorier de la société chargée du creusement du canal. Il a recueilli au moins 47 vases, une lampe corinthienne et plusieurs terres cuites pendant son séjour à Corinthe. Dans son testament, une partie de sa collection était léguée au musée d'Aubray à Nantes, mais une autre partie a été dispersée dans les collections privées. Selon ses notes, les lieux d'acquisition correspondent en partie aux lieux où Manceau a fouillé, par exemple Aix-en-Million. Il a également précisé qu'il avait obtenu les vases des travailleurs pour quelques drachmes. Il est possible que les objets de sa collection, et peut-être aussi celles de Gerster, aient été mis au jour lors des fouilles de Manceau, qui était plus intéressé par les sculptures et les murs, et pas des menus vases issus des sépultures. Et sans doute des travaux de construction de canal. La question est comment la collection Gerster s'intègre dans la série des collections constituées principalement à Corinthe au cours du XIXe siècle. En premier lieu, il faut mentionner la collection d'André Couchot, notre architecte, un architecte lyonnais, qui a rassemblé 261 vases et 2 strigiles conservés actuellement au musée des Beaux-Arts de Lyon. La collection de Sir Arthur Hill, à Reading, comprend 270 vases, dont une partie a été trouvée à Corinthe. On sait également que certains de ces vases ont été découverts dans les tombeaux. Donc il a fouillé dans les tombeaux Hill. Et enfin, mais pas le moindre, la collection Sir John Dorney Harding, assemblée en 1846, conservée au musée municipal de Bristol, dont le répertoire des vases corinthiens est tout à fait comparable. Peu d'informations existent sur les circonstances de l'acquisition de ces vases, mais certaines ont été découvertes également dans le tombeau. Donc Harding également fouillé dans les nécropoles, près du village de Aix-en-Ville. Donc cette information est très précieuse, car elle nous relie la collection d'Alphonse Robert reculée à Aix-en-Ville, près de Corinthe, et celle de Béla Gerster, qui est également fouillée avec Paul Manceau à cette endroite. Et finalement, notre personnage, François Chèque de Verninac, a également entrepris de fouiller dans les nécropoles de Corinthe à peu près à cette époque. La composition de ces 4 collections nous montre à quoi ressemble une collection rassemblée dans les nécropoles de Corinthe au XIXe siècle, et ce visage correspond aussi tout à fait à celui de la collection Gerster. Par exemple, la collection Couchot présente en effet de nombreuses similitudes avec celle de Gerster. Couchot était également un architecte, et sa collection comporte peu de vases figuratifs. Il a des grandes séries de vases banals avec peu d'intérêt pour un collectionneur. La motivation de ces collectionneurs pour assembler et ramener à la maison une grande quantité de vases peu représentatifs reste un peu obscure. Nous pouvons penser à un engagement personnel dans leur découverte et une valeur sentimentale dans le cas des collections mises au jour par le collectionneur lui-même. Par exemple, dans le cas des collections Harding Hill et peut-être également à Couchot. François Chèque voulait faire de l'argent avec des objets qu'il a découverts dans la nécropole. Il les revendus pour plusieurs musées en France. La collection Gerster nous offre une occasion particulière de connaître la manière dont le collectionneur estimait sa collection, révélant ses motivations. Donc il y a un argumentum ex silencio qu'on ne trouve aucune mention de ces vases dans aucun contexte archéologique. Probablement, contrairement des édifices sculptures, il n'est pas considéré vraiment comme l'archéologie, tous ces petits vases qu'il a rassemblés. Et dans le document préparé pour la vente, il déclare que ces collections intéressantes, qu'elles possèdent une véritable lieu de découverte et ont été collectées par une personne socialement réputée. Selon lui, je cite, « L'intérêt pour la collection se trouve surtout auprès de l'école industrielle et d'art graphique, se servant de ces formes classiques en tant que modèle, ainsi que chez les entreprises qui produisent les fournitures scolaires. » Pour quelques conclusions, donc, la collection Gerster était l'une des plus importantes collections privées des antiquités classiques en Hongrie, mais s'inscrivent naturellement dans une série de petites collections et de plus grandes collections formées à Corinthe au cours du XIXe siècle. En tant qu'architecte professionnel, Gerster s'intéressait aux vestiges archéologiques de la Corinthie, mais je me montrais l'intérêt pour l'art ou l'archéologie grecque, proprement dit. Il a formé sa collection, sans doute comme des souvenirs, et peut-être sous l'influence d'autres personnes qui ont également
collectionnées à l'époque lors de construction du canal de Corinthe, mais surtout parce qu'il a trouvé ces objets intéressants et utiles pour son activité professionnelle et sa carrière. Et enfin, je veux remercier pour le département des Antiquités du Musée des Beaux-Arts pour son aide dans la réalisation de cette présentation et pour la permission que je puisse utiliser les documents des archives Couchot. Et je vous remercie aussi pour votre attention. Merci de ce bel exposé qui est un peu l'idéal type d'un certain nombre de collectionneurs positivistes de la période et qui, d'une certaine façon, éclaire le champ parce que nous sommes habitués à voir des collectionneurs, je dirais, ou des rentiers, ou des ecclésiastiques, ou des médecins, mais les ingénieurs sont beaucoup plus rares. Et la culture de l'ingénieur, à l'intérieur de la culture archéologique, devient à ce moment-là très importante, comme on le verra avec, par exemple, quelqu'un comme le duc de Luynes, qui était polytechnicien. Donc, vous ouvrez à la fois sur une problématique de champ, que font les collectionneurs et quelle est leur expérience, et sur une problématique internationale, puisque c'est assez intéressant de voir comment vous reconstruisez les collections parallèles et la relation entre Budapest, la France et le terrain en Grèce. Et en vous entendant, j'ai pensé à un petit événement fondamental dans l'histoire de l'archéologie qui se passe pendant l'expédition de Jacob Spon à la fin du XVIIe siècle, que Spon a des problèmes avec les relevés, comme tout le monde en a, puisque personne n'applique à l'époque la triangulation, qui avait été inventée il y a peu d'années à l'université de Leiden, et brusquement il rencontre un astronome anglais qui va lui faire un lever géodésique triangulé. Et c'est ce que vous nous avez montré dans les relevés de l'ingénieur concernant le canal de Corinthe. Donc vous voyez, je crois qu'il y a là, dans votre exposé, un idéal type fort intéressant dont nous pourrons discuter tout à l'heure. Donc maintenant, merci. Je passe la parole à Sophie Schwalberg, qui est professeure de classe préparatoire, qui s'est fait connaître par un livre sur les marbres d'Elgin à la Dame d'Auxerre, et qui va revenir, je crois, sur cette dame dont elle est devenue une aficionada passionnée. Full screen, c'est où? C'est ça. Comment on peut faire là? Non. Pour faire le plein écran, ça doit être ça? Non, c'est pas ça. Non. Bon, je recommence. Je vais faire ça. C'est déjà ça. J'ai pas mieux. CTRL L. Yes, merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je veux remercier d'abord les organisateurs du colloque d'avoir retenu ma proposition sur la Dame d'Auxerre. Ma communication porte en effet sur l'énigme de cette sculpture, aujourd'hui en vitrine au Louvre et qu'on appelle depuis environ 110 ans la Dame d'Auxerre. Dans quelles conditions cette statue grecque, archaïque, crétoise plus précisément, du 7e siècle avant notre ère, est-elle donc arrivée à la fin du 19e siècle dans le vestibule du musée d'art et d'histoire de la préfecture de Lyon ? Car son mystère ne réside pas dans la datation ou l'attribution, ni dans son processus d'intégration dans les collections du Louvre, mais bien dans les circonstances de son passage en Bourgogne. Avant de déconstruire le scénario traditionnel du voyage de la Dame d'Auxerre et de vous proposer d'autres pistes, je ne vais pas vous rappeler la chronologie des acquisitions de la grande statuaire grecque archaïque dans les musées européens et au musée du Louvre en particulier au cours du XIXe siècle. Ce serait inconvenant devant cette assemblée. Vous savez que les sculptures archaïques ne séduisent pas d'emblée. Pour symboliser le renversement du goût à la Belle Époque, disons seulement que le cas de la Dame d'Auxerre se situe entre deux acquisitions emblématiques.
au musée des Beaux-Arts de Lyon, à une date inconnue, à l'aube du XIXe siècle, avant 1810, est entrée l'Aphrodite marseillaise, aujourd'hui appelée Corée à la Colombe. En 1924, à Berlin, la direction du musée d'archéologie achète sur le marché des antiquités la très grande Corée polychrome qui est devenue aujourd'hui le clou des collections d'antiques. Comment passe-t-on ainsi de l'entrée subreptice d'une statue archaïque à son acquisition délibérée? C'est une affaire de changement de regard, en partie impulsée par les archéologues. Sans m'attarder ici sur les publications largement illustrées d'Ernest Bellet et d'Heinrich Schliemann, je veux insister sur les volumes publiés au tournant du siècle par le duo formé de l'archéologue Georges Perrault et de l'architecte Charles Chipier, dont je n'ai pas de photo, excusez-moi. Ils conçoivent et publient ensemble plusieurs tomes d'une vaste synthèse de l'histoire de l'art dans l'Antiquité, couvrant toutes les civilisations du pourtour méditerranéen, depuis Babylone et l'Égypte jusqu'aux Étrusques. Leurs 7e et 8e volumes, parus en 1898 et 1903, sont consacrés à la Grèce archaïque et proposent tantôt des planches en couleur pour donner à voir la polychromie des corails de l'Acropole, tantôt des illustrations de statues sous plusieurs angles de vue, comme cet Apollon de Ténéa, très stylisé, ou encore les massifs couroïs jumeaux dégagés dans le temple d'Héra à Delphes en 1895. Mais avant cela, le brillant disciple de Georges Perrault, Maxime Collignon, rédige dès 1885 un manuel universitaire sur la mythologie figurée de la Grèce, où il s'attache à expliquer dans un premier chapitre les représentations primitives des dieux, en illustrant son propos de plusieurs vignettes de sculptures en terre ou en pierre de très haute époque. Puis, Collignon participe à la rédaction d'une vaste histoire de la céramique grecque, commencée par Olivier Rayet et publiée en 88, avant de publier lui-même, en son nom propre, une synthèse sur l'histoire de la sculpture grecque en 1892. Donc il est très prolifique. On voit dans cette sélection d'images qu'il met à nouveau en valeur, comme il l'a fait dans sa mythologie figurée de la Grèce, les lignes décoratives des vases archaïques ou bien des statues hiératiques très fragmentaires parce qu'elles lui semblent d'un grand intérêt scientifique. Collignon donne ensuite, dans le même ouvrage, l'histoire de la sculpture grecque, 3 autres vestiges de statuettes de femmes en forme de xoanon, d'une quarantaine de centimètres de haut, toutes conservées à Athènes. Et la dernière, comme vous le voyez, à droite, porte sur l'avant de sa jupe une bande décorative gravée d'une frise grecque. Pourquoi terminer avec Maxime Collignon, cette revue sélective des publications archéologiques? Parce que c'est lui qui repère la Dame d'Auxerre dans le vestibule du musée à Auxerre, à l'époque dans la chapelle des Visitandines, et parce que nous avons là l'unique jalon absolument certain de l'histoire de la statue, l'histoire française de la statue, pour ainsi dire. Collignon la découvre au printemps 1907 et il en reconnaît immédiatement la grande valeur historique et esthétique, comme il l'explique au début de l'année 1908 dans un mémoire archéologique bientôt retentissant. Pour lui, la statue illustre de superbe façon le style crétois dès le Terne. Il la qualifie, je cite, de précieux échantillon de l'art dédalique, avant d'affirmer qu'elle, je cite encore, représente la tête de série et comme l'incunable de la sculpture archaïque grecque. Ces éloges répétés aboutissent à des négociations menées tout au long de l'année 1908 entre le maire d'Auxerre, Charles Surrugue, et le directeur du Louvre de l'époque, Théophile Aumol, qui conviennent ensemble d'un dépôt croisé. La statue grecque, en échange d'une toile de Harpigny, paysagiste de l'école de Barbizon, originaire de Lyon, et alors au fait de sa gloire. Ce n'est pas tout à fait un échange puisque la Dame d'Auxerre devait rester la propriété du musée municipal d'art et d'histoire. Mais que venait donc faire Collignon à Auxerre? C'était un homme très occupé à Paris dans ces années-là par ses ouvrages scientifiques, comme vous en avez vu plusieurs, et ses charges de cours en Sorbonne, par les séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, et tout le travail éditorial de plusieurs bulletins archéologiques. En 1899, il a pris parti dans l'affaire de la tiare de Saïta-Farnèse, soutenant son authenticité à grand renfort d'argumentaires savants. La révélation de la supercherie quelques années plus tard a dû le mortifier profondément. À partir de 1904, quand Perrault devient secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, Collignon s'impose des tournées systématiques dans les musées régionaux, à l'instar des sociétés savantes qui organisent régulièrement leurs congrès en province. On bouge, quand même, en Paris. Quoi qu'il en soit, à Auxerre, intrigué par cette statue dédalique en excellent état, bien plus belle que les sculptures reproduites dans ses propres ouvrages d'archéologie, pour rappel,
Collignon cherche à en connaître la provenance et interroge le directeur des archives de Lyon, également responsable de la bibliothèque et du musée d'Auxerre, qui s'appelait Charles Poré. Avec pour seul indice un numéro inscrit sur la plainte de la sculpture, Charles Poré dépouille en vain les registres du musée et doit déclarer son échec dans une lettre à Collignon. Je cite : « Malheureusement, mes recherches ont été vaines. Le registre des entrées, qui remonte à 1873, ne signale pas cette statuette. Le catalogue du musée, imprimé en 1884, ne la mentionne pas non plus. Le numéro qu'elle porte en chiffres arabes, 285, n'a pas été du reste inscrit ici, où les objets antiques sont numérotés en chiffres romains. En outre, le musée ne possède pas 284 objets dans la série antique. » Fin de citation. Ainsi, en mai 1907, date de cette lettre, on ne sait pas quand ni par quel intermédiaire la statue est arrivée à Auxerre. Grâce au travail dans les archives de la Société des sciences de Lyon, réalisé par M. Jean-Pierre Fontaine, que je remercie chaleureusement, il m'a été possible de reconstituer le processus d'affabulation autour de la sculpture. Pendant plusieurs décennies, aucun membre de cette société savante ne semble se préoccuper de reconstituer son itinéraire. Dans un bulletin de l'année 1910, la préhistorienne Augusta Hure précise que des fouilles récentes en Crète confirment la provenance archéologique de la sculpture, mais elle n'ajoute rien sur son trajet en France. Les choses se corsent à partir de l'automne 1938, dans le bulletin, les séances du 3 novembre et du 4 décembre. Un autre membre de la société, M. Bouquigny, affirme en séance avoir reconstitué son parcours mystérieux grâce au témoignage d'Albert David et d'autres membres de la Société des sciences de Lyon. Une fable familiale devient la trame principale du récit. Louis David, le père d'Albert David, du témoin, Louis David, clerc de commissaire-priseur, aurait acheté en 1895 cette statue à la vente après décès de l'artiste Édouard Bourgoin, statuaire sur bois, natif de Lyon, actif à Paris, peut-être aussi comme marchand de curiosités, mais très peu actif comme artiste puisqu'il ne figure pas au Bénézite. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, toujours auprès des membres de la Société des sciences de Lyon, toujours dans le bulletin, Albert David, lui-même, sans passer par un membre de la société, étoffe son récit de façon assez rocambolesque. Après avoir précisé le prix d'achat, 1 franc, il ajoute que son père aurait conservé la statue quelques années et s'en serait servi comme accessoire de théâtre dans une opérette à sujet antique, Galatée, donnée au théâtre municipal. Ensuite, il s'en serait débarrassé en la rangeant dans une valise qu'il abandonne dans un coin du musée, suscitant la grogne du gardien, car il me semble qu'Albert David doit mentionner les récriminations du gardien de musée contre, je cite, des vieux cailloux cassés, pour justifier la discrétion de son père. On est en 1948 à ce moment-là. Encore 10 années plus tard, en 1959, dans une chronique pour le journal local, l'Écho d'Auxerre, l'archéologue renommé Claude Rollet, retraité à cette date, brode une nouvelle anecdote sur la même trame. Louis David aurait abandonné la valise contenant la sculpture sur la voie publique cette fois, jusqu'à ce qu'un brave commissaire de police l'ouvre, constate qu'elle ne contenait pas de bombes, mais des pierres anciennes et qu'il emporte lui-même la chose au musée. Ouf. Sans nous attarder sur la curieuse tendance à la surenchère romanesque autour de cette statue, on peut tout d'abord s'interroger sur la publicité tardive de la fable familiale des David. Pourquoi le premier intéressé, Louis David, n'a-t-il rien dit à l'aube du XXe siècle, au moment de la découverte de la sculpture par Collignon et de la négociation entre le Louvre et la municipalité d'Auxerre ? Parce qu'il n'y avait joué aucun rôle, à mon sens. Pourquoi son fils Albert David cautionne-t-il une enquête fragile d'un membre de la Société des sciences de Lyon en 1938, sinon parce qu'on commence à débattre d'une restitution à Auxerre, ou au moins d'une compensation financière. Car en février 1939, la presse régionale mentionne la possibilité d'un achat de la sculpture par le Louvre à la ville d'Auxerre pour 200 000 francs. Février 1939. Après, ça n'a pas abouti, vous imaginez. Pourquoi Albert David s'obstine-t-il en 1948 à faire admettre son histoire invraisemblable, prétendant même avoir échangé toute une correspondance avec le Louvre, sinon pour s'attirer un peu de gloire, et comme il l'affirme, obtenir de la direction du musée l'ajout d'une précision sur le cartel de la statue, dont de M. Louis David d'Auxerre. Sans commentaire. Sur le fond du témoignage, les incohérences de ce scénario ne résident pas seulement dans l'épisode de la valise abandonnée sur la voie publique et rapportée au musée par un gendarme. Avant cela, l'usage de la statue comme élément de décor dans une opérette sur le thème de Pygmalion me semble très peu probable. Quel metteur en scène inconséquent aurait accepté de son accessoiriste cette très curieuse sculpture ? Jamais le public n'y aurait reconnu un indice évident de la Grèce classique. Encore aujourd'hui, bien peu de gens, si l'on sort du cercle des connaisseurs, la rattachent d'emblée à la civilisation grecque. Ces incertitudes proviennent de l'apparence hétérogène de la statue, ou sont combinées à une allure générale assez hiératique, une coiffure plutôt égyptienne, une gestuelle plutôt grecque. Comment donc
Il y a plus d'un siècle, en 1895, un clerc de notaire établissant un inventaire après décès aurait-il pu l'identifier comme grec ? Je crois bien plutôt que la collection du sculpteur Édouard Bourgoin, sans doute copieuse, comportait une tanagra en terre cuite, voire une petite Athéna en pierre ou en plâtre, à moule, comme on en trouvait chez les artistes ou chez des bourgeois lettrés, et comme on en a déjà évoqué à l'occasion le cas dans d'autres communications. Et c'est bien à mon sens ce genre de statue qui aurait plutôt servi d'accessoire dans l'opérette du théâtre municipal d'Auxerre. Alors maintenant, une ou deux autres pistes permettant peut-être d'expliquer la présence de la statue dans le vestibule du musée d'Auxerre en 1907. Il me semble indubitable que la personne ayant déposé cette statue clandestinement connaissait sa valeur archéologique. Un tel dépôt incognito me semble correspondre, si vous voulez bien que je pratique cette analogie, dans le domaine de la circulation des antiquités, à l'ancienne pratique d'exposition d'un nouveau-né illégitime sur le parvis d'un temple ou d'une église. Alors ça tombe bien avec la chapelle des Visitandines. Il s'agit de lui donner une seconde chance. Je crois possible de proposer une date antequem pour l'arrivée de la sculpture en France. Elle me semble logiquement avoir quitté le sol de Crète avant 1899, date à laquelle, selon des accords internationaux de répartition des sites archéologiques en Crète, ce sont des archéologues de l'école anglaise d'Athènes qui commencent à fouiller systématiquement le site d'Éleuterne, en plus de Knossos. Or, plusieurs décennies auparavant, un tout jeune pensionnaire de l'école française d'Athènes, Charles Perrault, voyage en Crète en 1857, alors que l'île est toujours sous domination ottomane. Il quadrille toute la région ouest de l'île avec un camarade. Il parcourt le secteur du mont Ida, Idi sur la carte, et visite notamment le site d'Éleuterne. Dans ses mémoires de voyage, publiés 10 ans plus tard, il souligne l'importance des vestiges d'adduction d'eau, s'étonne des dimensions des citernes antiques et du système de canalisation. Il ne mentionne aucune œuvre d'art antique, aucune nécropole ou site religieux. Alors, je ne l'accuse pas d'avoir acheté cette statue à un paysan crétois qu'il aurait trouvée dans son champ, mais j'ose encore rappeler, comme on l'a fait déjà plusieurs fois ces derniers jours, que ce type de transaction directe était fréquent durant les voyages d'études des archéologues. Perrault lui-même le confesse, d'ailleurs, pour sa part, dans d'autres souvenirs de voyage, en Asie mineure cette fois-ci, car en 1861, il est missionné par l'empereur Napoléon III avec 2 autres camarades pour refaire l'itinéraire d'une légion de César en Anatolie, ce qui lui permet de parcourir une large zone et de faire un séjour prolongé à Ancyre, l'actuel Ankara. Dans son journal, à la date du 19 mai 1861, il raconte en toute bonne foi comment un intermédiaire grec leur a vendu sur un coin de table des monnaies antiques qu'il avait collectées chez des paysans anatoliens. Ainsi, dans le 2e tiers du XIXe siècle, des archéologues ou simplement des amateurs pouvaient, je répète, c'est beaucoup ce qu'ont dit mes confrères précédemment, des archéologues ou des amateurs pouvaient acheter à la source le produit de fouilles, disons, spontanées. Si Charles Perrault est un candidat non négligeable pour l'importation de la sculpture en France, reste à comprendre pourquoi il l'aurait ensuite déposée au musée d'Auxerre, laissant Collignon la découvrir sur place. Ça, je ne sais pas. Pour ce qui est de l'inventeur, Collignon, lui-même tire un bénéfice de prestige de cette trouvaille, la trouvaille de la Dame d'Auxerre, puisque 8 ans auparavant, il s'est lourdement trompé sur la tiare de Saïta Farnèse, en publiant notamment dans les Monuments Pio un article très très long de plus de 50 pages pour défendre son authenticité. Et alors que son portrait figure depuis des années dans une allégorie de l'archéologie ornant l'amphithéâtre Guizot en Sorbonne. J'ai envie de dire que lorsqu'on incarne publiquement sa discipline, on ne devrait pas être publiquement mis en défaut. Donc la révélation de la Dame d'Auxerre est comme une sorte de pansement sur la réputation de Collignon. Pour ce qui est de la sculpture elle-même, je me demande s'il ne faudrait pas la considérer déjà aussi comme un produit du trafic d'antiquités. Une fois tombée dans les mains d'un collectionneur avisé, mais peut-être coupable, elle est pour ainsi dire blanchie par la case musée d'Auxerre. Une autre possibilité. Pour finir, j'aimerais vous résumer un autre scénario provisoire, mais constitué d'un faisceau d'indices assez significatifs. Ne voulant pas négliger le patronyme Bourgoin, qui a servi d'alibi initial dans le premier scénario, la vulgate, si vous voulez, de l'arrivée de la sculpture en France, j'aime à croire que le dernier collectionneur de la Dame d'Auxerre ait été l'architecte Jules Bourgoin, né et mort dans l'Yonne, à Saint-Julien-du-Sault, spécialiste de l'ornement arabe, grand voyageur en Méditerranée, passionné par l'Égypte et le Moyen-Orient moderne.
Bourgoin a également visité le sud de l'Italie et fait un court séjour en Grèce dont il rapporte plusieurs carnets et son billet d'accès à l'Acropole. Je trouve que c'est un témoignage mignon. Si l'on examine ses relations scientifiques à Paris plus sérieusement, on croise plusieurs personnalités éminentes, un peu encore les mêmes, qui affichent des goûts artistiques peu orthodoxes. Bourgoin sollicite avec succès le grand architecte Eugène Viollet-le-Duc pour préfacer son premier ouvrage sur les arts arabes en 1867. Bourgoin a collaboré au grand ouvrage de Perrault et Chipier, en leur livrant des dessins d'archéologie égyptienne, grâce à son ancienne amitié avec Charles Chipier. Ils ont été condisciples dans leur jeunesse, apprentis chez le même architecte. Et encore, en 1899, Bourgoin prend soin d'expédier à Chipier un exemplaire de son dernier livre, Études architectoniques et graphiques. On a donc d'un côté un théoricien de l'architecture qui se bat contre l'école des beaux-arts, et de l'autre des savants promoteurs des arts les plus anciens. Rien d'étonnant à ce qu'on retrouve dans les carnets de Bourgoin cette petite figure aquarellée représentant une sorte de déesse Isis, selon un imaginaire ésotérique assez en vogue à la fin du XIXe siècle. Faisons un arrêt sur l'un de ses voyages. En 1874-75, il séjourne plusieurs mois en mission à Damas, également sous domination ottomane, où il doit faire des relevés d'architecture. Il y assure des achats aussi pour le compte du ministère de l'Instruction publique, donc il a un budget. Et chez les marchands de Damas, Bourgoin choisit et négocie de belles faïences islamiques, aujourd'hui conservées au musée de Sèvres. Peut-être a-t-il remarqué dans une boutique d'antiquité une étrange statue d'allure vaguement égyptienne. Peut-être le marchand la lui a-t-il offerte en échange de ses bons services. Quoi qu'il en soit, par ses lettres, on sait que Bourgoin... il ne parle pas de la sculpture dans ses lettres, mais on sait que Bourgoin achète également pour lui-même des éléments de boiserie ancienne dont le but de recomposer un spécimen de plafond arabe chez lui et qu'il organise le transport de tout cela, céramique islamique plus fragments de boiserie, par bateau en caisse. Or, les faïences islamiques dont vous voyez ici une image sont des disques épigraphiques de très grand format, mesurant 1 mètre de diamètre. Donc les caisses destinées à leur transport seraient bien assez grandes pour contenir une statue de moins de 80 cm de hauteur, surtout disjointe en plusieurs morceaux. Peut-être la dame d'Auxerre est-elle arrivée en France dans l'une de ces caisses dont on a perdu la trace, comme l'affirme Mercedes Vollet, la spécialiste de Bourgoin. Mais à quelle date précise Bourgoin l'aurait-il déposée au musée? Y serait-elle arrivée dès 1875 au retour du voyage? Peu probable, puisqu'elle ne figure pas dans les fameux registres, dit le directeur du musée Charles Poré. Ou bien plus tardivement, au tournant du siècle. On pourrait se demander légitimement pourquoi Bourgoin ne conserve pas cette sculpture chez lui. Il faut dire qu'à la fin de sa vie, sa situation matérielle et financière est désastreuse. Obsédé comme il l'est par la publication de ses ouvrages théoriques, et bien qu'il obtienne souvent des souscriptions officielles, il a englouti toute sa fortune dans ses livres et il survit chichement dans son village de Saint-Julien-du-Sault, au point d'emprunter plusieurs fois de l'argent à ses anciens collègues de mission en Égypte. Il est célibataire, sans enfant, et sans doute en mauvais termes avec sa famille, car son frère et sa sœur renoncent étrangement à leur héritage lorsqu'il décède. Ruiné, mais en possession d'une importante bibliothèque et de quelques objets d'art, Bourgoin sait que toutes ses propriétés seront dispersées dans une vente par adjudication. En effet, quelques mois après son décès, en février 1908, sont organisées 2 ventes dont les registres sont très révélateurs de ses goûts éclectiques en matière d'art et de livres. Le 14 juin a lieu une vente spéciale réservée à sa bibliothèque, qui déplace 2 grands libraires parisiens, qui fait se déplacer, pardon. Et avec la 2e vente du 21 juin, réservée aux objets mobiliers, une somme suffisante est dégagée pour rembourser les créanciers de l'architecte, mais le reliquat, presque 2000 francs, est refusé par son frère. Bourgoin anticipa-t-il ces ventes et ce rejet familial au point d'imaginer sauver la statue grecque en la déposant subrepticement au musée d'Auxerre, juste avant le passage d'experts bien informés, capables d'y reconnaître autre chose que des vieux cailloux cassés? Enfin, pourquoi Jules Bourgoin aurait-il été plus attiré par cette sculpture qu'aucune autre? Tout d'abord, c'est un artiste curieux, qui possède chez lui toutes sortes de témoignages de civilisations lointaines ou disparues, des estampes japonaises, mais aussi des pipes et des costumes arabes, des mémoires d'archéologie grecque et égyptienne. Lorsqu'il donne des cours à l'École des Beaux-Arts à Paris dans les années 1877-1879, Bourgoin ébauche et raffine une théorie de l'ornementation en procédant à son analyse systématique pour démontrer, je cite, l'universalité des arts dans tous les temps et tous les lieux. Et il croise ces exemples arabes avec d'autres motifs empruntés à l'art grec et à l'art japonais. Or, j'ai presque fini. Oui. Or, la Dame d'Auxerre présente une sorte de synthèse de tous les arts qui intéressent Bourgoin depuis des années. En particulier l'art égyptien pour la coiffure et l'art grec pour le geste et les motifs décoratifs de la jupe. Mais la statue
ne présente pas seulement des ornements dans sa partie basse. Ah oui, peut-être après. Elle est incisée sur toute sa surface. Elle est stricto sensu couverte d'ornements. Or, l'ornement est la seule et unique passion de Jules Bourgoin, qui, après avoir publié un premier ouvrage sur les arts arabes, a passé la seconde moitié de sa vie à élaborer une stupéfiante théorie de l'ornement, divulguée par ses soins dans des traités volumineux, labyrinthiques, presque délirants en fait. Le moins abstru, et peut-être le premier d'ailleurs, la grammaire de l'ornement, parue en 1880. Il y développe sur le modèle de la linguistique un alphabet et une conjugaison des ornements. En feuilletant les pages, on peut y retrouver la description scientifique des motifs incisés sur la dame d'Auxerre. Elle porte sur la jupe, je cite Bourgoin, des crossettes rectangulaires. Quant au buste, ne dites plus qu'il est couvert de motifs en forme d'écaille, comme tout le monde, mais que la statue présente un bustier orné de, je cite, rangées curvilignes à rebattements alternes juxtaposés. La vraie linguistique de l'ornement. Pourquoi la dame d'Auxerre est-elle donc orpheline ? Parce qu'elle arrive en France à un moment charnière où le goût pour l'archaïsme s'accentue, mais aussi à un moment où les fouilles commencent à être réglementées et les fouilles sauvages criminalisées, surtout par des gouvernements jeunes comme celui de la Grèce reprenant le contrôle du sol crétois à la fin du XIXe siècle. Il me semble vraisemblable d'affirmer qu'au tournant des XIXe et XXe siècles, le dernier collectionneur privé de la dame d'Auxerre a eu conscience à la fois de sa valeur et du pédigré douteux qu'elle avait, une conscience coupable ou pas, le poussant à la livrer aux bons soins de Dame Fortune. Je vous remercie. Merci pour cette enquête en forme de roman d'Agatha Christie, avec le suspect principal qui se dégage de votre analyse stylistique. On va pouvoir en discuter. Nous avons une dizaine de minutes, je crois, pour le débat. La parole est à qui veut la prendre, peut-être dans l'ordre des communications. Donc nous commencerions par la syriologie pour continuer par la collection hongroise et enfin finir sur la Dame d'Auxerre. Je me lance alors. Est-ce qu'on m'entend ? Je sais pas. Oui, j'entends l'écho, c'est bon. Concernant donc les collectionneurs d'art syrien, vous avez cité, Monsieur le Pape, deux personnes qui m'intéressent énormément. Vous avez cité Reddy, et effectivement, je pense que l'identification est bonne. William Talbot, c'est bien celui qui apparaît sur la Vantiskiewicz. On en est sûr en raison de ses relations avec Warren. Mais vous avez cité un deuxième nom qui nous pose beaucoup de problèmes, c'est Schmitt. Alors retrouver un Schmitt, évidemment, c'est très difficile. C'est retrouver un Dupont en France. Est-ce que vous avez d'autres informations sur ce Schmitt, parce qu'il achète pas moins de 60 lots lors de la vente pour Thalès et dans les ventes successives, essentiellement de la glyptique classique. Le problème est d'autant plus difficile qu'à ma connaissance, il y a plusieurs Schmitt, au moins 2 ou 3, qui sont référencés dans les art dealers ou curiosity dealers à Londres à cette époque, ou à Paris même, parce qu'ils avaient des fois une sorte de succursale, on ne va pas rentrer dans les détails, mais voilà où on en est. C'est vrai que l'identification propre, alors là c'est Schmitt avec une orthographe un peu particulière, c'est DT à la fin. Donc, du coup, c'est le même. Donc, c'est la même orthographe. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis permis d'estimer qu'il y avait une quasi-certitude sur l'identification. Mais ça reste sujet à débat. C'est vrai qu'on a quand même certains chercheurs ont fait des recherches concernant ces art dealers, notamment à Londres, dans la deuxième partie du 19e siècle. Donc on a des listes assez complètes, mais pour certaines, les biographies restent quand même assez lacunaires. Donc c'est vrai que des fois, on a, ne serait-ce que pour la personnalité de Reedy qui a été sujette à controverse, mais bon, maintenant c'est à peu près réglé. Voilà, c'est des noms qui apparaissent dans les catalogues, et des fois on a un petit peu du mal à retracer, à dire de qui il s'agissait, et surtout dans quelle mesure ils intervenaient véritablement profondément dans ces ventes. D'autres remarques sur cette communication ? Non ? Alors on passe à la Hongrie, à cette collection qui nous a été si bien décrite et remise dans son contexte. Ça ne nous a pas inspiré.
Alors moi j'ai trouvé très intéressant ces collections de vases que vous avez bien insisté sur le fait que c'est des vases de série qui n'avaient pas d'ornement, qui semblaient plutôt d'un moindre intérêt pour les collectionneurs. Mais du coup, est-ce que au moment du percement du canal et à la même époque, on trouve dans les mêmes fouilles des vases, beaucoup plus ornés, etc., et qui partiraient donc dans un autre circuit de collectionnisme, ou est-ce que ça reflète ce qu'on trouve à ce moment-là, des tombes avec un matériel beaucoup plus différent, plus pauvre de ce point de vue-là? Sans doute, je pense que ça marche. Sans doute qu'il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes. Le problème, qu'il y a peu de traces qui sont conservées, que ça vient de cette construction de canal. Il y a une grande lot de vases corinthiennes au Kunsthistorisches Museum. Il y a une grande série tardive, donc qui a été sans doute trouvées à Corinthe parce qu'ils ne sont pas diffusés ailleurs. Donc je pense que ça devrait venir aussi moyennant de la construction du canal de Corinthe. La question, quelle partie de la nécropole a été coupée? Donc il y a plusieurs petits regroupements de tombes qui étaient détruits. Donc on a retrouvé des traces qui étaient sans doute vidées lors de la construction. Donc sans doute, apparemment, Gerster il a tombé sur les tombes tardives d'époque classique. Il y a des tombes d'époque archaïque. Il y a beaucoup plus de vases décorés, corinthiennes et antiques. Donc ce qu'on peut attendre, c'est surtout les coupes des sites antiques, quelque part, et des aribales, pixides, coupes corinthiennes décorées. Donc dans les autres collections, par exemple la collection Couchot et la collection Harding et Hill, il y a beaucoup plus de vases décorés. Le François Schex, il a une énorme quantité de très jolis vases qui étaient vendus en France, donc dans plusieurs collections qui sont malheureusement mal publiées. Et les vases de Stegmüller, ils étaient aussi décorés comme ça. Donc ce n'est pas cette production tardive parce qu'ils ne savaient pas à l'époque identifier. Donc c'était identifié comme corinthien, c'est sans doute parce que c'était des vases décorés. Mais malheureusement, c'était détruit dans la guerre. D'autres questions sur cette présentation? Non? Est-ce que je peux en poser? Je vous en prie. Oui, moi ça m'intéresse parce qu'effectivement c'est toujours intéressant de voir dans les musées en fait le public pense que voilà on expose quelque chose donc on sait ce que c'est, on sait d'où ça vient, etc. Et véritablement c'est pas toujours le cas malheureusement. J'espère que je n'effraie personne, mais en tout cas on le voit bien ici au musée d'Orsay on a des tableaux, c'est vrai dont la trace finalement s'épuise assez vite en fait, dans la traçabilité s'épuise assez vite. La question est une question assez simple. C'était une collection au musée de Budapest en cours d'étude. Comment vous montrez ça au public? Enfin, comment parce que j'ai vu par exemple qu'il y avait des pièces qui sont réputées perdues, etc. Il y a des pièces dont la provenance est en train d'être discutée. Comment c'est montré au public, si c'est montré en salle? La collection, les vases corinthiens sont publiés. Ça fait les terres cuites, l'Aphrodite, c'est à l'exposition. Malheureusement, ils ne sont pas montrés comme un ensemble dans l'exposition. Dans l'ancienne muséographie, il y avait une mention à Gerster et le musée était récemment refait. Donc, il y a une nouvelle muséographie qui est par ailleurs excellente, qui propose de plusieurs chemins pour accéder pour les visiteurs, mais ils n'ont pas à l'exposition. Et étant donné que ce sont des vases assez banals, aucune des vases corinthiens de Gerster sont à un moment exposés. Mais ce qui serait intéressant, c'est de faire un petit ouvrage avec les catalogues des objets dédiés à la collection Gerster et situés, surtout en Hongrie, comment cette sert de réseau des anciens combattants, ses enfants, Garibaldi, Pulski, Thur, qui tous se connaissaient entre eux, former une sorte d'élite intellectuelle qui a collectionné des choses. M. Bochouk. Sur l'un de vos diapositifs, on a vu un petit buste de Scipion, moderne, bien sûr, mais
ce qui m'intéressait, est-ce que M. Gers a aussi collectionné des sculptures? Est-ce qu'on sait quelque chose où il a acheté ça? Qu'est-ce que est arrivé à ce buste? Et il est arrivé aussi au musée de Budapest? Ou a-t-il disparu? Donc, je peux vous répondre qu'il n'y a rien collectionné. Pas de sculpture, rien avant, rien après. Il n'y a même pas collectionné des choses qu'ils ont peut-être trouvées lors des travaux de canalisation, des chemins de fer en Hongrie. Donc il ne s'intéressait absolument pas pour l'archéologie. Pour le buste, je ne pense pas que ça arrivait au musée. Il y avait donc la collection de Gerster restée à Kassa, qui était rattachée en Hongrie avec la décision de Vienne. Et après la guerre, c'était un processus pour récupérer. Donc tout était dans une valise, la valise était ouverte, il y a plusieurs objets qui manquent. Je pense que le buste n'est pas arrivé dans le musée. D'autres questions? Non? Alors on passe à la Dame d'Auxerre pour terminer. Oui, François Querelle. Moi, c'est sur un petit détail de prénom, mais vous l'avez sûrement dit et j'étais distrait. Édouard Bourgoin et l'autre Bourgoin qui est beaucoup plus connu, Jules, pardon. Quel est le rapport entre les deux? Et vous avez mentionné le village Saint-Julien-du-Sault. Ça se trouve où? Vous voyez, c'est uniquement deux petites questions. Oui. Non, c'est vrai que... C'est vrai que je présume si c'est ténu. J'ai voulu garder cette espèce de rumeur de musée. Pourquoi Bourgoin? Mais en même temps, c'est romanesque. Moi aussi, finalement, je fais comme Rollet. Peut-être que je brode complètement. Saint-Julien-du-Sault se situe dans l'Yonne, pas loin d'Auxerre. Tout près, c'est à 20-25 km d'Auxerre. Je sais pas, en voiture à cheval, on met 1 heure. Aucun rapport. Mais Bourgoin, en même temps, Bourgoin, c'est un peu comme Schmitt en Angleterre. Et Bourgoin, en Bourgogne, il y en a énormément. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont allés à Damas, il n'y en a pas beaucoup qui s'intéressent à l'ornementation, aux arts archaïques. Enfin, voilà, les candidats sont peu nombreux quand même. Alain Pasquier. Oui, on sait que j'ai été le responsable de l'objet pendant plusieurs dizaines d'années. Je n'ai pas, je vous dis franchement, revu le dossier. J'ai été quand même assez satisfait de vous entendre là tout de suite dire qu'il y avait un peu de romanesque dans la façon dont vous reconstituez les choses. J'ai peur que vous ne remplaciez un roman par un autre. Bon. Alors, il y a simplement quelque chose contre je m'insurge très, très, très fortement. C'est le mot que vous avez réutilisé plusieurs fois, que le mot de broder. Je ne sais pas si vous avez connu Claude Rollet. Non? Non. Eh bien, moi, je l'ai connu fort bien, et un certain nombre de gens ici l'ont connu. Je ne vois pas Claude Rollet en train de broder, quoi que ce soit. Donc, alors, sur quoi s'est-il appuyé? Je ne sais pas, j'ai pas refait toute la comment dire, l'enquête qui a conduit à cette reconstitution de l'histoire qu'il a proposée dans l'écho l'écho d'Auxerre. Voilà. Mais franchement, je ne vois pas Claude Rollet en train de... Alors, ce que j'ai pas compris, c'est vous ne mettez pas du tout en question le fait que la statue vient d'Auxerre. Des Le Terme. Non, parce que vous savez que dans le dossier du musée du Louvre, on a fait toute une recherche pétrographique pour savoir si la pierre ne venait pas d'Auxerre. Ah bon? Ce serait un faux dans ce cas-là. Génial. Alors, donc vous ne mettez pas en doute ceci. J'ai fait confiance à vos collègues de Lefterna qui sont venus voir la Dame d'Auxerre pour demander son prêt pour le musée des Lefterna, tout ça. Enfin, pour eux, elle vient de leur site, mais alors, il faut préciser qu'on a retrouvé une autre Dame d'Auxerre dans la foule de Stamboulis. Oui.
Oui, c'est lui qui fait allusion. Elles ont même été. J'ai apporté la Dame d'Auxerre à Athènes, au musée de Madame Goulandris, et on a mis côte à côte la Dame d'Auxerre avec le fragment de statue dans la même pierre qui a été trouvée in situ à Eleutherne. Donc il n'y a absolument aucun doute, à mon avis, sur le fait que les deux, le morceau trouvé par Stamboulidis et d'autre part la Dame d'Auxerre proviennent du même endroit. Or, comme l'un de ces morceaux provient sûrement de fouilles, donc il n'y a pas à douter. Alors maintenant, ces histoires de Bourgoin, là, je dois dire que... ce que je trouve qui reste quand même assez faible dans votre constitution, c'est la raison pour laquelle on a déposé ça au musée d'Auxerre. Je trouve que vous ne donnez pas satisfaction là-dessus. Ah, je suis désolée. Mais je pense je trouve, moi, personnellement... Il s'agit de la sauver, je trouve. Je pense que c'est quelqu'un qui avait conscience de sa valeur et qui ne pouvait pas matériellement la garder, soit pour des raisons familiales, soit pour des raisons, je ne sais pas, financières, et qui la dépose au musée. Et c'est pour ça que je fais cette métaphore avec l'enfant exposé. Mais... ce qui m'intéressait autant, alors évidemment j'ai essayé je fais du romanesque si vous voulez avec Jules Bourgoin, mais je voulais aussi déconstruire le premier scénario de cette vente aux enchères où la statue est récupérée par un clerc de commissaire-priseur qui en fait un accessoire de théâtre, etc. Enfin, tout ça me semblait très fragile aussi. Voilà, c'était pour ça que je voulais autant déconstruire le premier scénario que en proposer un autre, puis pour ne pas justement finir de façon très déceptive, mais finalement, c'est déceptif. En tout cas, je suis content de voir que la recherche est toujours ouverte et qu'il y a donc une façon de faire bouger les lignes, même si, en définitive, vous ne donnez pas non plus une satisfaction complète. Mais moi aussi, je suis frustrée, je vous le confesse. Et juste aussi, c'est vrai que dans la succession des communications qu'on a eues, il me semble que au tournant du siècle, on n'est pas encore inquiet de la provenance des objets et que en fait, la circulation des œuvres se fait assez facilement, les ventes se font, il n'y a pas à cacher d'origine nécessairement. Le fait est que ça reste une énigme et son arrivée là est quand même quelque chose qui est intéressant et qui peut intriguer. Mais c'est vrai que je me demande aussi sur la qualification, disons, de on est dans un contexte en tout cas où il y a des ventes où on l'a vu, des conservateurs, découvreurs, des conservateurs collectionneurs, et que les frontières sont beaucoup moins assurées qu'aujourd'hui, et donc on pourrait en parler, disons, librement. Et une autre chose aussi qui pourrait être intéressante de poursuivre, c'est Emmanuel Charpy, qui est chercheur au CNRS et directeur d'Invisu aujourd'hui, a soutenu une thèse en 2010 qui s'appelle Le théâtre des objets, sur la sociabilité des œuvres et surtout sur leur circulation. Il s'attache beaucoup à parler de l'exposition des œuvres dans salle des ventes, mais aussi il a toute une partie sur l'exposition des œuvres sur les scènes de théâtre. Et c'est quelque chose qui était effectivement très courant, qu'il y ait des objets authentiques, des objets originaux qui servent de décor et qui même des fois, dit-il, étaient mis en vente à l'issue des pièces de théâtre. Donc tous les théâtres, et au 19e, et jusqu'en fin 19e énormément, ne cessent en fait d'utiliser des objets originaux. Alors, c'est peut-être ça qui a étayé d'ailleurs cette proposition, mais c'est vrai qu'il y ait des œuvres de cette taille qui puissent être utilisées, puisque les tanagras sont quand même beaucoup plus petites, donc n'ont pas la même place dans un décor. Mais la palette grecque, c'est ça moi ce qui me gêne, c'est pour un public qui doit avoir... C'est vrai. Enfin, au théâtre, c'est comme au cinéma. Pour montrer Paris, on monte la Tour Eiffel. Enfin, il faut que ce soit quelque chose de très consensuel, de très évident. Donc, elle n'est pas très consensuelle, la Dame d'Auxerre. Pas très évidente. Alors, je suis désolé, en fait, on va peut-être devoir... Une dernière question. Sinon, on continuera de toute façon au moment de la pause, mais c'est vrai qu'on a des gens qui vont parler après, qui vont devoir prendre des trains. Donc, si on veut prendre notre pause... Moi, c'était juste une remarque rapide, c'est-à-dire ce qui est apparu... un fil rouge des communications d'aujourd'hui, c'était finalement le rôle des voyageurs. Et donc, je trouve, autant on a fait donc une première partie aujourd'hui, collectionneur archéologue, après collectionneur artiste,
peut-être il y aurait eu la place aussi pour un volet collectionneurs et voyageurs autres que archéologues, artistes, donc le cas des ingénieurs et de toute autre sorte de voyageurs qui contribuent aux collections. Ce sont finalement eux souvent les premiers acteurs et les premiers intermédiaires de ces constitutions de collections. Voilà, c'était juste... Oui, la remarque qui vient d'être faite sur le fait que les origines des œuvres ne seraient qu'une préoccupation récente, c'est entièrement faux. Et chez les collectionneurs surtout, parce qu'on s'aperçoit, plus on étudie le cheminement des pièces, de collection à exposition universelle, entre collectionneurs et échanges, que bien évidemment la provenance, ça peut être une provenance de collection. Ça dépend parce qu'on perd la provenance archéologique en cours de route, est une préoccupation constante d'un certain type de collectionneur. Hier, j'avais montré le miroir Strozzi. Aussi bien le propriétaire que l'acquéreur potentiel était fortement préoccupé par ça. Et si on prend la personnalité du marquis Strozzi, il contribuait à l'élaboration de la carte archéologique de l'Italie. Donc en fait, c'est une préoccupation qui ne fait que s'accentuer à mesure qu'on a une déperdition du patrimoine. On le trouve aussi chez Layard, on le trouve chez D'Azeglio, on le trouve chez Baracco, et tous ces types de collectionneurs. Parce que l'archéologie telle que nous la connaissons n'existe pas à l'époque, elle est en train de se mettre en place, et ce que nous regardons de haut, nous, parce que c'est un travail dit d'amateur, c'est qu'en fait c'est la formation d'une science en cours de devenir. Voilà. J'ajouterais quand même que malheureusement, chez les marchands encore aujourd'hui, la traçabilité des œuvres n'est pas assurée, que les marchands ne font pas cet effort-là. Voilà. Donc, j'ai envie de dire que c'était peut-être plus une préoccupation à l'époque qu'aujourd'hui. Donc voilà, sur cette conclusion, 10 minutes de pause et nous reprenons le débat.